Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des obligations. Alors les obligations, tous les investisseurs quasiment connaissent les obligations de nom. En général, c'est associé à la partie sécuritaire du portefeuille, c'est-à-dire que quand on construit son portefeuille, quand on construit son allocation stratégique, donc par exemple 60-40 ou 70-30, les 40 ou les 30% de la partie sécuritaire sont souvent associés aux obligations. Alors ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, en général, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne vont pas spécifiquement investir dans les obligations, qui vont plutôt préférer garder du cash et donc qui vont investir une partie de leur argent, souvent moins qu'ils pensent, dans des actions et garder une partie importante, voire assez importante de cash. Et donc, comme on le sait, c'est dommage parce que du cash, même sur du livret A, même avec des taux qui ont remonté, va avoir une performance tout simplement qui va être négative. Donc dans cette vidéo, on va voir comment justement on peut réellement se servir de la puissance des obligations. Dans la première partie, on va faire un rapide rappel sur ce qu'est une obligation. Dans la deuxième partie, on va voir concrètement, chiffres et graphiques à l'appui, la puissance des obligations et comment elles peuvent vous servir dans votre portefeuille suivant votre profil. Dans la troisième partie, on verra comment comprendre les obligations. Alors là, on va voir certains termes qui peuvent paraître un petit peu barbares, mais vous verrez qu'ils ne le sont pas tant que ça. Je pense par exemple à la duration. Voilà, c'est un exemple, mais c'est vraiment important de comprendre, de bien comprendre et maîtriser ces termes-là pour ensuite pouvoir choisir vous-même les obligations qui sont adaptées pour vous, qui sont adaptées à votre profil. Dans la quatrième partie, on fera une synthèse pour s'y retrouver parmi les différents types d'obligations. Et enfin, dans la cinquième partie, on verra les ETF obligataires, et je vous ai préparé une sélection d'ETF obligataires. Alors, je vous l'annonce aussi dès maintenant. Vous avez un fichier bonus que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description où il y a une sélection supplémentaire d'ETF obligataires qui ne sont pas présents dans la vidéo. Et donc ce que j'ai voulu faire pour cette sélection supplémentaire d'ETF obligataires, c'est à la fois donc la sélection évidemment avec voilà les ETF et comment les retrouver, mais aussi vraiment vous expliquer pourquoi vous devriez ou ne devriez pas, donc en fonction vraiment de votre profil, choisir ces ETF parce que peut-être encore plus que pour les actions, au niveau des obligations et donc au niveau des ETF obligataires, c'est vraiment très important de savoir exactement pourquoi je choisis cet ETF plutôt qu'un autre, suivant les différentes périodes, suivant ma stratégie, suivant mon profil. Donc ce fichier bonus avec la sélection d'ETF obligataires est disponible dans le premier lien dans la description. Donc on commence directement avec la première partie, un rappel rapide de ce qu'est une obligation. Alors une obligation, c'est tout simplement un titre de créance, c'est-à-dire que quand vous achetez une obligation d'une entreprise, vous ne devenez pas copropriétaire de l'entreprise comme avec une action, vous devenez son créancier. Un peu comme sa banque quand elle lui prête de l'argent. Les obligations existent pour plusieurs types d'organismes, c'est-à-dire qu'on peut prêter son argent à une entreprise, publique ou privée, mais aussi à un État ou à une collectivité locale, commune, département, région. Comme c'est un prêt, non seulement le capital sera remboursé à l'échéance, enfin en principe, on va en reparler dans la section consacrée au risque, mais en plus, vous allez toucher des intérêts réguliers relatifs à ce prêt. Ces intérêts représentent une rémunération pour ceux qui possèdent les obligations, un petit peu comme les dividendes pour les actions. Deuxième partie, pourquoi il faut investir dans les obligations, donc la puissance des obligations. Alors on le sait tous, quand on se crée un portefeuille, il faut bien évidemment faire attention à la performance, car c'est cette performance qui va nous permettre de développer notre patrimoine. Mais comme on le sait aussi, en bourse, performance et risque sont totalement liés. Donc l'objectif le plus important, je dirais même avant la performance, ça va être d'avoir le rapport rendement-risque le plus optimal, en fonction de vous, de votre stratégie, de votre tolérance au risque et surtout de votre horizon de placement. Parce que c'est sûr que quand on a un horizon de placement de 25, 30, 35, 40 ans, on peut se permettre beaucoup plus de fantaisie au niveau des risques que quand on a un horizon de placement qui est de 15, 10 ou 5 ans. Plus votre horizon de placement se réduit, plus vous aurez besoin de récupérer votre argent pour une raison ou pour une autre. Et donc forcément, et vous le comprenez bien, plus le risque de ne pas récupérer votre mise
parce que vous l'avez perdu, devra être faible. Et donc c'est notamment, c'est pas le seul point, mais c'est notamment en ça que les obligations sont intéressantes. Premièrement parce qu'elles diminuent la volatilité de votre portefeuille, elles le rendent beaucoup plus stable. Si on prend par exemple l'ETF obligataire iShares court terme sur le Trésor américain et le SP500, donc sur le graphique qui est apparu à l'écran, vous pouvez voir que sur 3 ans, les performances sont différentes. 13,77 annualisé pour le SP500, 6,2 annualisé pour le iShares. Mais la volatilité aussi est différente. 24,36 sur 3 ans pour le SP500, 7,74 seulement pour le iShares. Et donc maintenant, si on choisit de réaliser un portefeuille avec 50% d'ETF SP500 et 50% de l'ETF obligataire iShares, on va maintenir une performance à 10%, ce qui est quand même pas mal dans l'absolu, mais surtout, on va baisser la volatilité de 24 à 16%. Et si maintenant on fait un portefeuille à 30% de SP500 et 70% d'ETF obligataire, on a une performance de 8,5% pour une volatilité de 12,7%. C'est-à-dire qu'on a divisé la volatilité par 2 par rapport à un portefeuille toute action, mais on a enlevé qu'un tiers seulement de la performance. Donc le deuxième point pour lequel c'est intéressant d'investir dans les obligations, c'est que les obligations sont décorrélées des actions. Alors attention, pas toutes, c'était plus vrai il y a 20 ans, mais il y a quand même toujours des obligations qui sont décorrélées des actions. Par exemple, si on reprend les deux ETF précédents, mais cette fois-ci le graphique est sur 1 an, pour bien voir que l'ETF Amundi SP500 baisse alors que l'ETF obligataire monte. Troisième point, les obligations permettent de se diversifier en investissant dans une catégorie d'actifs différentes. Donc là, je vous refais pas toute l'histoire. En bourse, la diversification permet de limiter le risque, que ce soit la diversification géographique, sectorielle ou la diversification dans différentes classes d'actifs. Investir dans les obligations permet donc de se créer un portefeuille équilibré. Troisième partie, ce qu'il faut savoir sur les obligations pour pouvoir choisir ces obligations. Alors, je vous le dis, attention, ne prenez pas peur. Voilà, il va y avoir certains concepts qui peuvent sembler, comme je vous le disais en introduction, un petit peu barbare. J'ai vraiment essayé de vous mettre un schéma à chaque fois qui résume le concept pour bien comprendre. J'ai voulu faire ça vraiment parce que c'est essentiel de comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas tout simplement comparer les différentes obligations entre elles. Voilà, vous ne pourrez pas comparer les différentes obligations et donc vous ne pourrez pas choisir les obligations qui s'adaptent le mieux pour vous. Donc voilà, on va y aller tranquillement et on va voir chacun de ces différents concepts. Donc premièrement, les valeurs de l'obligation. Donc d'abord, il y a la valeur nominale, c'est la valeur de départ de l'obligation. Avant, elle était indiquée en toutes lettres, comme sur cette vieille obligation que je vous ai affichée à l'écran. Donc elle est égale au capital que souhaite emprunter l'émetteur, divisé par le nombre de titres émis. Ensuite, il y a la valeur d'émission. C'est le prix qui va être réellement payé par le premier acheteur de cette obligation. Donc cette valeur d'émission, elle peut être égale à la valeur nominale, mais elle peut être aussi inférieure ou supérieure. Par exemple, si l'émetteur veut être sûr de placer toutes ses obligations, il peut mettre un prix d'émission inférieur. Et donc la différence s'appellera la prime d'émission. Et enfin, il y a la valeur liquidative. Donc la valeur liquidative, c'est la somme que recevrait chacun des investisseurs par obligation si celle-ci leur était remboursée immédiatement. C'est aussi la valeur à laquelle s'échange l'obligation sur le marché secondaire. Cette valeur, elle est soumise à la loi de l'offre et la demande comme n'importe quel actif. Donc on va voir un petit peu plus loin pourquoi cette valeur liquidative peut monter ou baisser. Deuxième concept, la date d'échéance de l'obligation. C'est une caractéristique très importante parce que c'est la date à laquelle votre obligation vous sera remboursée. C'est-à-dire en termes très concrets, quand est-ce que l'émetteur vous remboursera tout l'argent que vous lui avez prêté. Donc c'est important de le connaître parce que plus la date de remboursement est éloignée et plus vous prenez de risques. Et c'est un petit peu normal, c'est logique parce que tout simplement on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. L'entreprise peut faire faillite, peut y avoir un changement de gouvernement et certains États qui peuvent remettre en cause le remboursement de la dette, les taux directeurs peuvent changer, etc. Donc sur le court terme, on peut l'anticiper, mais sur le long terme, c'est absolument impossible à prévoir. La preuve en ce moment avec l'inflation et les taux qui montent. Troisième concept à connaître, le coupon de l'obligation. Alors le coupon de l'obligation, il est appelé comme ça car tout simplement à l'origine, on détachait des coupons des obligations et on les remettait à l'émetteur en échange du paiement des intérêts. Tout simplement parce que le coupon, c'est les intérêts que vous touchez périodiquement. Et maintenant, il n'y a plus de coupons papier à remettre. Dans la majorité des cas, la valeur du coupon et les dates d'échéance sont connus à l'avance. Alors,
très important à retenir pour comprendre la suite, la valeur du coupon est toujours un pourcentage du nominal. Donc je vais vous afficher une image et essayer de bien vous l'expliquer. Donc si votre obligation a un nominal de 100 € et que le coupon est à 4% avec une périodicité annuelle, ça veut dire que tous les ans, à la même date, vous toucherez 4% de 100 €, soit 4 €. Et ce, pendant la durée de l'obligation, soit 10 ans. Peu importe que la valeur liquidative de l'obligation monte ou descende par la suite, le coupon restera à 4 € par an. Il y a aussi des coupons qui sont à taux variable, par exemple avec les obligations indexées sur l'inflation. Dans ce cas-là, la valeur du coupon va suivre et s'ajuster à celui de l'inflation. Alors maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, et c'est pour ça qu'on a vu tout ça, c'est de pouvoir comparer évidemment les obligations entre elles, quelle obligation est plus intéressante qu'une autre. Et dans ce cas-là, on va utiliser deux éléments. Premièrement, ce qu'on appelle le taux actuariel, c'est-à-dire le rendement réel d'une obligation. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le taux de rendement d'une obligation, c'est égal à la valeur du coupon divisé par la valeur nominale. Dans notre exemple, cela fait 4 € divisé par 100 €, soit 4%. Sauf que, on l'a vu aussi, la valeur de l'obligation, sa valeur liquidative, le prix auquel vous allez l'acheter varie dans le temps. Il varie, comme on l'a vu, en fonction de l'offre et de la demande. Et ça, notamment à cause des taux d'intérêt. Si par exemple les taux d'intérêt augmentent, disons, à 5%, votre obligation qui vous rapportait 4% par an sera moins intéressante que les nouvelles obligations, par exemple. Et donc, vous allez chercher logiquement à la revendre. Mais forcément, vous allez la revendre moins cher que ce que vous l'avez acheté, car les autres investisseurs seront eux aussi moins intéressés par vos obligations que par les nouvelles obligations. Et donc, ils ne seront pas prêts à la payer au prix fort. Donc, il y a tout un calcul pour savoir la valeur actuelle d'une obligation. Je ne vais pas le développer ici. Voilà, on voit suffisamment de choses, mais ce qui est sûr, c'est que son prix va baisser. Donc, admettons qu'on vous l'achète à 90 € au lieu de 100 €. Pour l'acheteur, le coupon sera toujours de 4 € par an. Le rendement réel de son obligation sera alors de 4,44%. La valeur liquidative aura baissé, mais le rendement, lui, aura augmenté. Idem en sens inverse. Si les taux baissent, votre obligation sera à ce moment-là beaucoup plus intéressante, car elle va mieux rémunérer votre argent. Et vous pourrez la revendre plus cher, par exemple 110 €. Dans ce cas-là, la valeur liquidative aura augmenté, mais le rendement aura baissé. Le taux actuariel représente donc le rendement minimum espéré à échéance et permet de comparer les obligations entre elles. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que plus une obligation est risquée, plus sa valeur liquidative est faible, plus son taux actuariel sera élevé. Attention, le taux actuariel évolue en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, comme on vient de le voir. Si vous avez deux obligations qui arrivent à échéance dans 10 ans ou plus, les rendements peuvent beaucoup évoluer d'ici là, surtout dans des périodes comme maintenant où les banques centrales bougent beaucoup les taux. Le taux actuariel est donc une indication court terme. Maintenant, voyons le concept de duration qui mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. On vient de voir que la valeur d'une obligation pouvait augmenter ou baisser en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, mais elle peut être plus ou moins impactée. Donc connaître la volatilité d'une obligation par rapport au taux d'intérêt permet de mesurer le risque en achetant cette obligation. Donc on va prendre un exemple concret. Si vous avez une obligation numéro 1 avec une duration de 6 ans et une obligation numéro 2 avec une duration de 3 ans, la première sera 2 fois plus sensible au taux d'intérêt et donc 2 fois plus volatile que la deuxième, quelle que soit la date d'échéance et le montant des intérêts. Donc comme on vient de le voir, les variations des taux d'intérêt sont un risque important pour les obligations, mais il existe d'autres risques. Par exemple, le risque de crédit ou le risque d'insolvabilité de l'émetteur. Donc ça, c'est un risque très important car vous serez tout simplement pas remboursé du capital que vous avez prêté. Donc là, ici, pour savoir si l'entreprise ou l'État auquel vous prêtez est fiable, il y a ce qu'on appelle les agences de notation. Donc vous en avez très certainement déjà entendu parler, notamment il y a quelques années en arrière où il y avait eu les médias en avaient beaucoup parlé de la France qui allait perdre son triple A. Et donc plus la note est bonne et moins l'obligation est risquée et inversement. Ensuite, il y a aussi le risque d'inflation. En gros, c'est ce qu'on a vu, si l'obligation augmente beaucoup et vite, à ce moment-là, les taux d'intérêt vont aussi augmenter, ce qui va rendre votre obligation beaucoup moins attractive. Son rendement va augmenter pour compenser les futures pertes de pouvoir d'achat dues à l'inflation justement, mais en contrepartie, sa valeur va baisser. Inversement, si l'inflation baisse, les taux baissent. Les rendements proposés deviendront moins importants et par conséquent, la valeur de l'obligation va augmenter.
Donc concernant les risques, on peut dire que seul le risque de taux est impossible à supprimer, mais pour les deux autres, on peut les limiter, voire même les éviter en investissant dans certains types d'obligations plutôt que d'autres. Maintenant, la partie numéro 4, les différents types d'obligations. Il y a plein d'obligations que vous pouvez choisir et pour les choisir, vous pouvez le faire en fonction de 3 critères principaux. Qui est l'émetteur? Quelle est la durée de l'obligation? Le taux est-il fixe ou variable? Donc en ce qui concerne qui est l'émetteur, que ce soit un État ou une entreprise, le plus important c'est la note qui lui est attribuée. Donc il y a 3 agences de notation principales, il y a des petites variations, des petites subtilités dans la notation, mais globalement on peut dire que ça va du A à A, la meilleure, à D, la moins bonne. Donc pour éviter les risques de crédit, il vaut mieux rester dans la catégorie A. Donc par exemple, les obligations du Trésor américain ont beaucoup moins de risques que les obligations d'États émergents. En général, les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise, mais encore une fois, c'est pas une règle absolue puisque certains États peuvent être plus risqués que de très grosses entreprises. Ce qui va vraiment compter, c'est la notation. Deuxième critère, quelle est la durée de l'obligation? La date d'échéance de l'obligation, c'est ce qu'on appelle la maturité. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce terme. Donc il y a 3 grands types de maturité, les obligations court terme de 1 à 5 ans, les obligations moyen terme de 5 à 12 ans et les obligations long terme plus de 12 ans. Plus la maturité est grande et plus l'obligation sera risquée car tout simplement il y a beaucoup de choses qui peuvent changer jusqu'à la date d'échéance. Donc une obligation qui a une date d'échéance à 3 ans sera moins risquée qu'une obligation qui a une date d'échéance à 20 ans. Et enfin, est-ce que le taux est fixe ou variable? Si vous voulez par exemple vous protéger de l'inflation, ça peut être intéressant d'investir dans des obligations à taux variable indexées sur l'inflation. Partie numéro 5, les ETF obligataires. Donc on va voir quelques caractéristiques des ETF obligataires qui sont différents des obligations et encore une fois je vous rappelle que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description une sélection d'ETF obligataires supplémentaires parce que dans cette partie je vais vous donner une sélection d'ETF mais je vous en ai rajouté plusieurs autres que vous pouvez retrouver en bonus dans le PDF offert. Donc vous cliquez sur le lien et vous pourrez tout simplement rentrer votre adresse email et me dire à quelle adresse email vous voulez que je vous envoie ce PDF avec les ETF obligataires supplémentaires. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en général le prix d'émission d'une obligation est élevé, voire très élevé, plusieurs milliers d'euros. Et donc investir dans les obligations, c'est pas forcément à la portée de n'importe quel investisseur. En revanche, tout le monde peut investir dans des ETF obligataires. Mais il y a quelques nuances entre les obligations et les ETF obligataires qu'il vaut mieux connaître. Donc les ETF obligataires sont pas composés d'une seule obligation, mais d'un panier d'obligations ayant des caractéristiques communes de maturité. Ce qui fait que le gestionnaire de l'ETF va constamment acheter et vendre des obligations pour rester justement dans ce créneau de maturité. Donc si par exemple on est sur un ETF de 10 à 15 ans, à chaque fois qu'une obligation va avoir une échéance inférieure à 10 ans, elle va sortir de l'ETF pour être remplacée par une autre. Les deux conséquences, c'est pour commencer une meilleure diversification parce qu'on investit sur un ensemble d'obligations et deuxièmement, pas d'échéance finale, donc pas de remboursement final. Pour récupérer son capital, il faut vendre des parts d'ETF comme pour les ETF actions. Et les coupons qui sont versés seront donc variables en fonction des différentes obligations qui composent le fonds. Et en plus, le fonds peut être distribuant ou capitalisant, et donc s'il est capitalisant, ils seront réinvestis automatiquement comme les dividendes pour les actions. Donc voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les ETF obligataires. Cependant, je pense que cette vidéo va être déjà assez longue. Donc on va passer directement à la sélection dans cette vidéo d'ETF obligataires. Alors le premier ETF obligataire que je vous ai mis, je vous le dis d'entrée, c'est pas forcément l'ETF obligataire le plus intéressant, mais je l'ai mis parce que c'est le seul ETF qui est éligible au PEA. Et comme régulièrement j'ai des questions en me disant, voilà, par rapport au PEA, est-ce qu'il y a quelque chose qui est éligible pour le PEA, donc j'ai décidé de le mettre. Donc voilà, si vous avez un PEA et que vous voulez investir dans un ETF obligataire dans le cadre de ce PEA, il n'y a pas le choix, c'est le Lyxor PEA Obligation d'État européen. Donc c'est un ETF qui est 100% européen et donc 100% d'État aussi, ce qui fait qu'il est assez bien noté. C'est relatif puisqu'il y a 23% de AAA et 35% de BBB quand même. En ce qui concerne la maturité, elle est assez longue quand même, 9 ans et demi, ce qui fait que cet ETF est impacté directement par l'augmentation des taux d'intérêt de cette année, ce qui donne une performance annualisée sur 3 ans d'environ moins 7%. Les frais sont de 0,4% et il est capitalisant. Donc cet ETF n'améliorera pas la performance de votre portefeuille, mais ça pourrait faire baisser la volatilité car sur 3 ans, il a une volatilité de 5,62% seulement. Et encore une fois, je rappelle, c'est pas le plus intéressant des ETF obligataires évidemment, mais c'est le seul qui est éligible au PEA. Ensuite, l'ETF numéro 2, c'est le Lyxor US Treasury 1 à 3 ans. Donc il y a pas mal d'avantages à cet ETF. Donc l'encours est assez important, 522 millions d'euros. Les frais sont faibles, 0,07%.
Il est à 100% sur les États-Unis, donc il est très bien noté, AA à 100%, maturité à 99% inférieure à 3 ans. Donc en fait la maturité moyenne est de 2 ans. Et donc du coup il est peu impacté par la hausse des taux, sa duration est de 1,9 ans, c'est-à-dire inférieure à 2 ans. Donc sa performance à 3 ans c'est de 3,57% et de 14,85% sur 1 an. Et aussi on voit bien sur le nouveau graphique que je vais vous afficher que voilà, sur ce graphique d'1 an, qu'il est corrélé inversement au SP500, ce qui est intéressant évidemment dans un portefeuille pour contrebalancer la baisse des actions. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère assez complète sur les obligations, qui vous en aura appris sur les obligations pour connaître un petit peu voilà, ce monde des obligations qui est quand même assez, des obligations et des ETF obligataires, qui est quand même assez différent du monde des actions et qu'on connaît en général assez mal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je vous invite vraiment à considérer l'investissement dans les ETF obligataires pour votre portefeuille. Il y a beaucoup de bienfaits pour ça. Si vous voulez avoir une sélection supplémentaire d'ETF obligataires, vous avez le premier lien dans la description avec un PDF bonus où je vous donne d'autres ETF et je vais vous expliquer vraiment dans ce PDF sur ces ETF obligataires que j'ai sélectionnés, que je considère vraiment comme très pertinents, dans quel cas ça peut vraiment être intéressant pour vous d'investir sur ces ETF. Voilà, je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Dans la description, je vous mettrai aussi quelques liens vers d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!